Le 19 juillet 1940, l'Opéra Kroll à Berlin resplendissait de lumière et de pompes nazies alors qu'Adolf Hitler s'avançait vers le podium devant le Reichstag. Ses généraux alignés derrière lui en uniforme impeccable, médailles étincelantes. Le Führer venait de promouvoir 12 d'entre eux au grade de maréchal dans une cérémonie débordant de triomphe. La France était tombée. La Pologne, le Danemark, la Norvège, la Belgique, les Pays-Bas, tous conquis dans une campagne si rapide qu'elle semblait réécrire les règles de la guerre elle-même. Hitler se tenait au sommet de sa puissance, maître de l'Europe continentale. Et maintenant, il allait faire son grand geste. Il offrirait la paix à la Grande-Bretagne, des conditions généreuses, une dernière chance d'éviter l'anéantissement. Il l'a. Mais à Londres, à 600 miles de là, Winston Churchill était assis dans une pièce enfumée au 10 Downing Street, un verre de whisky à son coude, sa mâchoire figée dans cette expression familière de bulldog qui en était venue à définir la défiance britannique. Il avait déjà décidé. Avant même qu'Hitler n'ouvre la bouche, Churchill connaissait sa réponse. Il n'y aurait pas de négociation, pas de paix, pas de reddition. Jamais. Ce qu'Hitler dit lorsque Churchill refusa son offre de paix finale révélerait quelque chose de profond sur les deux hommes et déclencherait une chaîne d'événements qui déterminerait si la Grande-Bretagne survivrait à l'été 1940. Le discours qu'Hitler prononça cette nuit-là était soigneusement élaboré, presque plaintif par endroits. Il parla pendant près de 2 heures, sa voix montant et descendant avec une émotion travaillée, diffusée à travers l'Europe, afin que des millions puissent l'entendre se positionner comme l'homme d'État raisonnable, l'homme de paix forcé à la guerre par l'intransigeance britannique. En cette heure, je sens qu'il est de mon devoir devant ma propre conscience de faire appel une fois de plus à la raison et au bon sens en Grande-Bretagne comme ailleurs, déclara Hitler. Ces mots traduits simultanément pour les auditeurs étrangers. Je me considère en position de faire cet appel, puisque je ne suis pas le vaincu implorant des faveurs, mais le vainqueur parlant au nom de la raison. Je ne vois aucune raison pour laquelle cette guerre doit continuer. Il peignit un tableau de la dominance militaire de l'Allemagne, non pas avec des menaces grossières, mais avec la confiance d'un homme énonçant des faits évidents. La Wehrmacht avait écrasé chaque armée qu'elle avait affrontée. La Luftwaffe contrôlait les cieux au-dessus du continent. La Grande-Bretagne se tenait seule, son allié français vaincu, son armée évacuée de Dunkerque avec la plupart de son équipement lourd abandonné sur les plages. Quel espoir possible les Britanniques avaient-ils ? Monsieur Churchill devrait peut-être pour une fois me croire lorsque je prophétisais qu'un grand empire serait détruit, continua Hitler, son ton se décalant vers quelque chose de presque triste. Un empire qu'il n'a jamais été dans mon intention de détruire ou même de nuire. Je réalise que cette lutte, si elle continue, ne peut se terminer qu'avec l'anéantissement complet de l'un ou l'autre des deux adversaires. Monsieur Churchill peut croire que ce sera l'Allemagne. Je sais que ce sera la Grande-Bretagne. Le Reichstag éclata en applaudissements. Les maréchaux hochèrent gravement la tête. Les correspondants étrangers griffonnèrent des notes, certains se demandant sincèrement si Churchill pourrait accepter. Hitler avait brillamment présenté son offre. Non pas comme une demande de reddition, mais comme un geste magnanime d'un vainqueur qui préférait la paix à un bain de sang supplémentaire. Il donnait à la Grande-Bretagne une issue, une chance de préserver son empire, d'éviter l'invasion, de sauver d'innombrables vies. Mais Hitler ne comprenait fondamentalement pas l'homme auquel il avait affaire. Winston Churchill était devenu Premier ministre le 10 mai 1940, le même jour où l'Allemagne envahit la France et les Pays-Bas. Il avait hérité d'un gouvernement criblé de défaitistes, d'une armée chancelant après le désastre, et d'un public encore traumatisé par les pertes de la Grande Guerre. Beaucoup dans la classe dirigeante britannique, y compris le secrétaire aux affaires étrangères Lord Halifax, croyaient que la négociation était la seule option sensée. Les mathématiques semblaient irréfutables. La Grande-Bretagne ne pouvait pas gagner seule. Mieux valait négocier d'une position de certaine force, préserver l'Empire, éviter la destruction des villes britanniques. Churchill avait affronté ces voix lors d'une série de réunions brutales du cabinet de guerre fin mai, alors que la France s'effondrait et que le corps expéditionnaire britannique luttait désespérément pour échapper à l'encerclement à Dunkerque. Halifax avait plaidé pour approcher Mussolini pour médier des pourparlers de paix. Churchill avait refusé avec une véhémence qui choqua ses collègues. Si cette longue histoire insulaire qui est la nôtre doit enfin se terminer, qu'elle se termine seulement lorsque chacun de nous gît étouffant dans son propre sang sur le sol, avait dit Churchill à son cabinet le 28 mai 1940. Non pas de la rhétorique poétique pour la consommation publique, mais une déclaration privée de détermination absolue à ses propres ministres, dont certains le pensaient fou. Il avait porté son cas devant le cabinet complet. 30 hommes qui auraient pu le passer outre, forcer sa démission, installer Halifax comme Premier ministre plus raisonnable. Churchill avait parlé pendant plusieurs minutes, faisant les 100 pas, gesticulant avec son cigare, peignant un tableau non pas des perspectives militaires de la Grande-Bretagne, qui étaient sombres, mais de ce que signifierait une négociation avec Hitler. Les nations qui tombaient en combattant se relevaient, mais celles qui se rendaient docilement étaient finies, avait-il dit. Les hommes autour de la table s'étaient levés, certains avec des larmes aux yeux,
et avait déclaré qu'il le soutiendrait. Pas de négociation. La Grande-Bretagne combattrait seule. C'était 7 semaines avant le discours d'Hitler. Churchill avait déjà rendu sa position brutalement claire en public dans des mots qui avaient électrifié non seulement la Grande-Bretagne, mais le monde. Le 4 juin, après le miracle de Dunkerque, 338 000 hommes évacués, bien qu'avec presque tout leur équipement perdu. Churchill s'était adressé au Parlement et à travers eux au peuple britannique. Nous combattrons sur les plages. Nous combattrons sur les terrains d'atterrissage. Nous combattrons dans les champs et dans les rues. Nous combattrons dans les collines. Nous ne nous rendrons jamais. Le 18 juin, alors que la France signait son armistice humiliant dans le même wagon ferroviaire où l'Allemagne s'était rendue en 1918, Churchill avait prononcé un autre discours qui définissait la position de la Grande-Bretagne. Préparons-nous donc à nos devoirs et comportons-nous de telle sorte que si l'Empire britannique et son Commonwealth durent 1000 ans, les hommes diront encore que ce fut leur heure la plus belle. Ce n'étaient pas les mots d'un homme se préparant à négocier. Hitler, incroyablement, ne semblait pas saisir cela. Ou peut-être croyait-il que la rhétorique de Churchill n'était que cela, de la rhétorique. La fanfaronnade d'un politicien qui deviendrait raisonnable une fois que le poids total de la puissance militaire allemande deviendrait clair. Dans le haut commandement allemand, de nombreux officiers avaient supposé que la Grande-Bretagne chercherait des conditions après la chute de la France. Le général Franz Halder, chef de l'état-major général de l'armée, avait écrit dans son journal le 30 juin. Le Führer est très perplexe devant la persistance du refus britannique de faire la paix. Il voit la réponse, comme nous, dans l'espoir de la Grande-Bretagne en la Russie. Hitler avait même retardé son discours au Reichstag de plusieurs jours, espérant en partie un signal de Londres que des négociations pourraient être possibles. Aucun ne vint. Les chasseurs britanniques continuèrent à s'affronter avec les avions allemands au-dessus de la Manche. La Royal Navy maintenait ses patrouilles agressives. Les discours de Churchill devenaient plus défiants, pas moins. Alors Hitler fit son dernier appel à la raison, croyant sincèrement, ou du moins espérant, que le gouvernement britannique reconnaîtrait la réalité. Il n'offrit aucune condition spécifique dans le discours, mais l'implication était claire. La Grande-Bretagne pouvait garder son empire, son indépendance, sa dignité. Tout ce qu'elle avait à faire était de reconnaître la domination de l'Allemagne en Europe et d'arrêter de combattre. Le discours se termina à 22h, heure de Berlin. Les correspondants étrangers se précipitèrent pour déposer leurs rapports. Dans les capitales neutres, Washington, Moscou, Rome, les diplomates analysèrent chaque mot, essayant d'évaluer si cela pourrait réellement mener à la paix. À Londres, la BBC surveilla la diffusion allemande, les traducteurs travaillant frénétiquement pour produire une version anglaise. Churchill ne prit pas la peine d'écouter le tout. Il avait été informé des points clés et le rejeta immédiatement. « Je ne négocierai pas avec cet homme », dit-il à son secrétaire privé, John Colville. Son mépris était absolu, viscéral. Hitler était un gangster, un menteur qui avait rompu chaque accord qu'il avait jamais conclu. L'accord de Munich, le pacte germano-soviétique, les promesses à la Tchécoslovaquie, tous des mensonges. Pourquoi honorerait-il des conditions offertes à la Grande-Bretagne ? Mais Churchill faisait face à un problème politique. Il ne pouvait pas simplement ignorer l'offre d'Hitler. Le public britannique, épuisé par la guerre, avait besoin d'entendre une réponse. Plus importante encore, les nations neutres, en particulier les États-Unis, devaient voir que la Grande-Bretagne avait sérieusement considéré et rejeté les conditions d'Hitler par principe, et non par entêtement stupide. Churchill prit une décision calculée. Il ne dignifierait pas le discours d'Hitler avec une réponse personnelle qui l'élèverait, le ferait ressembler à une véritable négociation entre égaux. Au lieu de cela, il fit répondre Lord Halifax, le secrétaire aux affaires étrangères, à la radio BBC le 22 juillet, 3 jours après le discours d'Hitler. Le délai lui-même était un message. La Grande-Bretagne ne se précipitait pas pour répondre parce qu'il n'y avait rien à considérer. La diffusion d'Halifax fut dévastatrice dans son dédain. « Nous ne cesserons pas de combattre jusqu'à ce que la liberté soit assurée », déclara Halifax avec son accent aristocratique, son ton suggérant qu'il discutait de quelque chose de légèrement désagréable. La soi-disant offre de paix d'Hitler n'est pas du tout une offre. C'est une sommation de capituler. Nous ne capitulerons pas. Mais même avant la réponse officielle d'Halifax, les journaux britanniques avaient clarifié la position du gouvernement. Le 20 juillet, le jour après le discours d'Hitler, le Daily Express publia le titre « Offre de paix d'Hitler rejetée ». Le Times fut seulement légèrement plus mesuré. Offre d'Hitler, pas de paix sans honneur. Le gouvernement britannique n'avait consulté personne, n'avait rien considéré. La réponse avait été décidée des semaines avant qu'Hitler ne parle. La détermination de Churchill était devenue la politique britannique. Lorsque la nouvelle du rejet britannique atteignit Berlin, la réaction d'Hitler fut volcanique. Albert Speer, l'architecte d'Hitler et plus tard ministre de l'Armement, était présent au Berghof, la retraite montagneuse d'Hitler en Bavière, lorsque la nouvelle de la réponse britannique arriva. Il était furieux, rappela plus tard Speer. Il faisait les 100 pas en vociférant sur la stupidité britannique, leur incapacité à avoir raison. Il s'était attendu à ce qu'ils acceptent, ou du moins à ce qu'ils négocient.
Le rejet catégorique l'enragea. Hitler avait sincèrement cru que la Grande-Bretagne négocierait. Toute sa vision du monde était construite sur des hiérarchies raciales et des relations de pouvoir. L'Allemagne avait démontré une puissance écrasante. La Grande-Bretagne, dans l'esprit d'Hitler, devait reconnaître cette réalité et se soumettre. C'est ainsi que le monde fonctionnait. Les forts dominaient, les faibles se soumettaient. Le refus britannique violait cet ordre naturel. Mais il y avait plus dans la fureur d'Hitler que de la fierté blessée. Le rejet créait un problème stratégique massif. Hitler n'avait jamais voulu la guerre avec la Grande-Bretagne. Il avait espéré les intimider à la neutralité pendant qu'il poursuivait son véritable objectif, détruire l'Union soviétique et s'emparer du Lebensraum, l'espace vital à l'Est. La résistance continue de la Grande-Bretagne signifiait que l'Allemagne faisait face à une guerre sur deux fronts, le scénario cauchemardesque qui avait détruit l'Allemagne du Kaiser lors de la Grande Guerre. Le 16 juillet, 3 jours avant son discours au Reichstag, Hitler avait déjà émis la directive numéro 16, l'ordre de préparer l'invasion de la Grande-Bretagne, l'opération Lion de Mer. Les mots d'ouverture de la directive révélaient sa frustration. Comme l'Angleterre, malgré sa situation militaire désespérée, ne montre toujours aucun signe de volonté de parvenir à un accord, j'ai décidé de préparer, et si nécessaire d'exécuter, une opération de débarquement contre elle. La formulation était révélatrice. Si nécessaire. Hitler espérait encore que son discours pourrait rendre l'invasion inutile. Lorsque la Grande-Bretagne rejeta son offre, cet espoir mourut. Les implications militaires étaient profondes. Le haut commandement allemand avait planifié l'opération Lion de Mer avec un malaise croissant. Contrairement aux campagnes en Pologne, en France et dans les Pays-Bas, envahir la Grande-Bretagne nécessitait quelque chose que l'Allemagne n'avait jamais tenté. Emblémo-amphibie massif, à travers une mer défendue contre un ennemi avec une supériorité navale. Le général Alfred Jodl, chef de l'état-major des opérations de la Wehrmacht, avait écrit une note décrivant les défis. L'opération de débarquement doit être une traversée surprise sur un large front. La partie la plus difficile sera le renforcement continu de l'équipement et des approvisionnements. Nous ne pouvons pas compter sur les fournitures capturées en Angleterre. La Kriegsmarine, la marine allemande, était encore plus pessimiste. Le grand amiral Erich Raeder avait perdu la majeure partie de sa flotte de surface lors de la campagne de Norvège. Il n'avait pas de péniche de débarquement spécialisée, pas d'expérience avec des opérations amphibies à cette échelle, et faisait face à la Royal Navy, toujours la force navale la plus puissante du monde malgré les pertes. La marine ne peut garantir la protection de la flotte d'invasion contre la Royal Navy, avait dit Raeder sans détour à Hitler. Nous aurions besoin d'une supériorité aérienne absolue sur la Manche, et même alors le succès est incertain. Cela signifiait que tout dépendait de la Luftwaffe, la force aérienne d'Hermann Göring. Göring, corpulent et vaniteux, avait promis à Hitler que ses avions pourraient détruire la Royal Air Force, couler les navires de guerre britanniques et protéger la flotte d'invasion. Sa confiance était sans limite. Sa compréhension de ce qu'il promettait était moins certaine. Après le rejet britannique, Hitler convoqua ses chefs militaires au Berghof le 31 juillet. La réunion révéla le chaos derrière la force apparente de l'Allemagne. Hitler vitupéra sur la stupidité britannique, puis se tourna vers le plan d'invasion. Il voulait qu'il soit exécuté en septembre, avant que le temps automnal ne rende les traversées de la Manche impossibles. Ses généraux échangèrent des regards. Halder parla prudemment. Les préparatifs ne peuvent être achevés avant la mi-septembre au plus tôt. Nous avons besoin de péniches de débarquement spécialisées, de troupes entraînées, de reconnaissance extensive. La marine dit qu'elle a besoin de temps jusqu'à la mi-septembre. La Luftwaffe doit d'abord obtenir la supériorité aérienne. Hitler balayatsela. Göring m'assure que la Luftwaffe peut détruire la RAF en quelques semaines. Une fois que nous contrôlerons l'air, les Britanniques verront raison. Ils pourraient même se rendre sans invasion. C'était un vœu pieux, mais Hitler s'y accrochait. Il avait eu raison si souvent. La Rhénanie, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la France, qu'il avait commencé à croire que ses instincts étaient infaillibles. Sûrement les Britanniques craqueraient une fois que les bombes allemandes commenceraient à tomber sur leur ville. À Londres, Churchill observait les préparatifs allemands avec une détermination sombre. Le renseignement britannique suivait l'assemblage de péniches d'invasion dans les ports de la Manche, le mouvement des divisions allemandes vers la côte, l'accumulation des forces de la Luftwaffe, l'invasion arrivait. Tout le monde le savait. Churchill inspecta les défenses côtières, passant en revue les troupes, visita les stations de chasse de la RAF. Il avait 65 ans, en surpoids, buvant trop, dormant trop peu, mais il rayonnait de défis. Les soldats qui le rencontrèrent se souvinrent de sa confiance absolue que la Grande-Bretagne gagnerait. Pas de l'espoir, de la certitude. Nous combattons seuls, mais nous ne combattons pas seulement pour nous-mêmes, dit Churchill aux ouvriers d'une usine de munitions. Nous nous battons pour nos vies, mais nous nous battons aussi pour l'avenir du monde. Il avait également envoyé des messages de plus en plus urgents au président Franklin Roosevelt à Washington, suppliant pour le soutien américain. Pas de troupes. Roosevelt ne pouvait pas envoyer de troupes, pas avec l'opinion publique américaine massivement opposée à l'entrée en guerre. Mais des armes, des navires, des avions, des fournitures.
tout ce qui pourrait aider la Grande-Bretagne à survivre. Roosevelt voulait aider. Il méprisait Hitler, comprenait que la défaite britannique laisserait l'Amérique face à une Europe dominée par les nazis. Mais il faisait face à des contraintes politiques. Une élection approchait en novembre 1940. Son adversaire le crucifierait s'il semblait entraîner l'Amérique dans une autre guerre européenne. Roosevelt marchait sur une corde raide, fournissant l'aide qu'il pouvait, tout en maintenant la fiction de la neutralité. L'accord de Destroyers contre base, annoncé en septembre 1940, illustrait cet équilibre. L'Amérique fournirait 50 vieux destroyers à la Royal Navy en échange de baux de 99 ans sur des bases navales britanniques dans les Caraïbes et à Terre-Neuve. C'était présenté comme une transaction commerciale, pas comme une aide à un belligérant. Churchill détestait abandonner les bases, mais avait désespérément besoin des navires. Pendant ce temps, la Luftwaffe lança ce qui devint connu comme la bataille d'Angleterre. Commençant sérieusement en août 1940, les avions allemands attaquèrent les aérodromes de la RAF, les stations radars et les usines d'avions, essayant de détruire les défenses aériennes britanniques. Göring avait promis à Hitler qu'il pourrait obtenir la supériorité aérienne en 4 jours. 4 semaines plus tard, la RAF se battait toujours. La bataille était désespérée, brutale, menée par de jeunes hommes à peine sortis de l'adolescence. Les pilotes de la RAF effectuaient plusieurs sorties par jour, n'atterrissant que pour ravitailler et se réarmer avant de remonter. Beaucoup furent tués lors de leur première mission. D'autres survécurent à des dizaines de combats, les nerfs à vif, les mains tremblantes d'épuisement. Jamais dans le domaine des conflits humains, autant de gens n'ont dû autant à si peu, dit Churchill des pilotes de la RAF en août 1940. C'était plus que de la rhétorique. Moins de 3000 pilotes de chasse se tenaient entre la Grande-Bretagne et l'invasion. La Luftwaffe avait la supériorité numérique, mais la RAF avait des avantages sur lesquels Hitler n'avait pas compté. Le radar britannique pouvait détecter les raids entrants, permettant aux chasseurs d'être dirigés pour intercepter. Les pilotes de la RAF combattaient au-dessus de leur propre territoire. S'ils étaient abattus, ils pouvaient retourner à leurs escadrons. Les pilotes allemands qui sautaient en parachute devenaient prisonniers, et les chasseurs Spitfire et Hurricane, bien que n'étant pas supérieurs au Bf-109 à tous égards, étaient assez bons. Début septembre, Göring changea de tactique. Frustré par son incapacité à détruire la RAF, irrité par un raid de bombardement britannique sur Berlin, il ordonna à la Luftwaffe d'attaquer Londres et d'autres villes. Le Blitz avait commencé. C'était une erreur stratégique. Attaquer les villes donna à la RAF le temps de se remettre, de réparer les aérodromes, de reconstruire sa force. Mais cela testa aussi le moral britannique d'une manière que le combat aérien ne l'avait pas fait. Les bombardiers allemands venaient nuit après nuit, lardant des explosifs puissants et des incendiaires sur Londres, Coventry, Birmingham, Liverpool. Des milliers de civils moururent, des quartiers entiers brûlèrent. Churchill marchait à travers les décombres, les larmes coulant sur son visage, faisant son signe V de la victoire aux gens se réfugiant dans les stations de métro. « Nous pouvons le supporter », lui dirent les Londoniens, et ils le firent. Le Blitz tua 43 000 civils britanniques en mai 1941, mais il ne brisa pas le moral britannique. Si quoi que ce soit, il durcit la résistance, Hitler regarda le Blitz avec une frustration croissante. Les Britanniques ne craquaient pas. La RAF n'était pas détruite. La Royal Navy contrôlait toujours la Manche. L'opération Lion de mer continua d'être reportée, le 15 septembre, puis le 20 septembre, puis octobre. Finalement, le 12 octobre, Hitler la reporta indéfiniment. Le Führer a décidé que désormais, jusqu'au printemps, les préparatifs pour Lion de mer seront poursuivis uniquement dans le but de maintenir une pression politique et militaire sur l'Angleterre, disait la directive officielle. C'était une formule pour sauver la face. L'invasion était annulée. La fureur d'Hitler face au rejet de Churchill avait conduit à la bataille d'Angleterre, au Blitz, et finalement à la première défaite majeure de l'Allemagne. La Luftwaffe avait perdu plus de 700 avions et leurs équipages. Le moral britannique avait été testé et tenu. Les États-Unis s'étaient rapprochés de l'intervention, et Hitler avait appris quelque chose qu'il ne voulait pas croire, que la volonté pouvait triompher de la logique militaire apparente, qu'une nation pouvait choisir de se battre même lorsque les chances semblaient désespérées. Dans son discours au Reichstag, Hitler avait dit « Je ne vois aucune raison pour laquelle cette guerre doit continuer ». Churchill avait répondu par des actions, pas par des mots. La raison pour laquelle la guerre devait continuer était que la Grande-Bretagne ne vivrait pas sous la domination nazie. C'était aussi simple, aussi absolu. Hitler ne fit jamais une autre offre de paix à la Grande-Bretagne. Son attention se tourna vers l'Est, vers l'Union soviétique. L'opération Barbarossa, l'invasion de l'URSS, lancée en juin 1941. Hitler dit à ses généraux qu'une fois la Russie écrasée, la Grande-Bretagne devrait faire la paix. Il se trompait encore. La Grande-Bretagne continuait à se battre maintenant avec un allié puissant. L'offre de paix finale de juillet 1940 marqua un tournant. Hitler s'attendait à ce que Churchill soit raisonnable, reconnaisse la réalité, se soumettent à une force supérieure. Au lieu de cela, Churchill avait montré que certaines choses comptaient plus que les calculs militaires. La liberté, l'honneur, le refus de s'incliner devant la tyrannie. Ce qu'Hitler dit lorsque Churchill refusa son offre de paix
révéla les limites de la compréhension du Führer. Il pouvait comprendre la puissance militaire, la conquête territoriale, la hiérarchie raciale. Il ne pouvait pas comprendre un homme qui choisirait la dévastation certaine plutôt que la soumission, qui risquerait tout plutôt que de faire des compromis avec le mal. Churchill comprenait quelque chose qu'Hitler ne pourrait jamais comprendre, que les nations, comme les individus, sont définies non pas par ce qu'elles gagnent, mais par ce qu'elles refusent d'abandonner. La Grande-Bretagne en 1940 avait peu de chances de victoire militaire, mais elle avait quelque chose de plus puissant. La détermination de rester libre ou de mourir en essayant. Cette détermination, née du refus obstiné de Churchill de négocier, soutint la Grande-Bretagne à travers les jours les plus sombres de la guerre. Elle inspira les mouvements de résistance à travers l'Europe occupée. Elle convainquit Roosevelt que la Grande-Bretagne valait la peine d'être soutenue, que les Britanniques se battraient jusqu'au bout. Et finalement, elle contribua à garantir que lorsque la victoire vint enfin en 1945, elle fut remportée par des nations libres, pas par celles qui avaient choisi la voie la plus facile de la soumission. La fureur d'Hitler face au rejet de Churchill était la rage d'un homme qui avait construit toute sa vision du monde sur la conviction que le pouvoir déterminait tout, que les forts dominaient naturellement les faibles. Le refus de Churchill brisa cette conviction. Il prouva que le courage, la volonté et la conviction morale pouvaient résister à une force écrasante. Les conséquences de cet échange de juillet 1940 résonnèrent pendant les 5 années de guerre qui suivirent. Hitler avait offert la paix, s'attendant à l'acceptation. Churchill avait offert la défiance, acceptant la guerre. Un homme croyait que la force faisait le droit. L'autre croyait que certaines choses valaient n'importe quel prix pour être préservées. L'histoire l'enregistre.